Dans les nouveaux mondes qu'on nous propose, il y a aussi, alors ça tient au survivalisme, à toutes ces tendances-là, il y a aussi Mars, il y a aussi le transhumanisme, tout ça. Donc pour pas mal des gens notamment outre-Atlantique, ben, le nouveau monde c'est ça. C'est que la Terre, elle sera tellement inhabitable qu'on va aller coloniser Mars. Voilà, donc il y a tout un business là-dessus qui est en train de se faire. Il y a des mythes qui sont en train de... Parce que notre réalité, elle se nourrit de mythes, d'histoires, de mensonges. Et en voilà un énorme, coloniser Mars, ça ne se fera jamais. C'est tout simplement impossible. Il faut savoir que sur Mars, si on était sur Mars, on serait dans des combinaisons pressurisées toute la journée, impossible de mettre le nez dehors. Psychologiquement, on n'est même pas sûr que ça soit tenable au bout de 2 ans. Et d'ailleurs, les astronautes qui vont aller là-bas, ça ne va pas être simple pour eux. Quand vous allez sur Mars, pour revenir, il faut attendre une certaine configuration des planètes pour pouvoir rentrer en moins de 9 mois. Donc, quand vous y allez, c'est au moins pour 2 ans, minimum. Donc, c'est tout le business d'Elon Musk et compagnie qu'on est en train d'essayer de nous vendre. Et c'est une catastrophe. Parce que c'est sur Terre qu'il faut faire les choses, c'est pas sur Mars. Le transhumanisme, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, parce que ça fait partie de ces nouveaux mondes qu'on essaye de nous vendre. Donc les gens sont très inquiets pour les emplois aujourd'hui. En gros, on dit que à cause des robots, il y a à peu près la moitié, grosso modo, des emplois qui vont disparaître. Donc ça crée beaucoup d'angoisse, on entend beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, sur tout ça. C'est un peu compliqué. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Les robots et l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, c'est assez neutre. Ce sont des techniques, ce sont des outils, voilà, qu'on est en train de créer. Alors, il y a des choses très positives. Par exemple, ce chien robot là que vous voyez sur la gauche, il fait partie bon, pas forcément lui, mais c'est vraiment l'image des robots animaux en général. On commence à les utiliser dans des hôpitaux, dans des structures, parce que évidemment, les animaux c'est très important, on en a besoin et on n'a pas forcément toujours l'occasion d'en avoir. Et on s'est aperçu que les personnes s'attachaient en fait à ces petits robots. Parce que attention, il aboie vraiment, c'est un sacré robot hyper perfectionné qui est assez impressionnant. Et on s'est aperçu que ça avait vraiment un effet thérapeutique. Ils développaient de l'amour pour ces robots et du coup, ça les aidait à supporter leurs souffrances, leurs douleurs. Donc pourquoi pas, dans ce sens-là, le robot il est intéressant. Alors pareil, il y a des déviances. C'est-à-dire que je peux transférer sur le robot mon besoin d'amour, d'attachement, mais je peux aussi transférer d'autres choses beaucoup moins positives. Le problème des robots, surtout les robots qu'on est en train de nous faire là, c'est que ça risque de réveiller nos réflexes esclavagistes. Parce que si demain j'ai un robot, parce qu'ils sont en train de préparer des robots domestiques, ça va être des robots qui vont tout faire à la maison, tout faire à notre place, on va jeter un truc par terre, ils vont le ramasser, alors ouais, c'est pratique. Mais en même temps, j'ai même pas besoin de lui dire merci, puisque c'est un robot. Voilà, donc si chez moi j'ai une espèce de chose là qui fait tout à ma place, qui dit rien et à qui j'ai même pas besoin de dire merci, ça pose quand même problème. On a très peur aussi des robots sur lesquels on risque de transférer des violences. Et c'est pour ça que moi je suis pour le droit des robots, en fait. Parce que je pense qu'ils vont être l'objet de torture, de choses comme ça. Enfin, j'imagine les pires trucs. Il y a déjà ce qu'on appelle le phénomène des robots sexuels. Donc c'est un marché qui est en train de grandir. Notamment en Asie, ça va très loin parce que ce sont des robots très très ressemblants. Je crois que j'en ai un, je vous montrerai tout à l'heure. Je crois que j'ai un exemplaire, alors pas forcément d'un robot sexuel, mais pour vous montrer. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un robot. C'est juste incroyable. Bon, ça vaut très très cher. Mais ça va avoir un succès fou. Et au Japon, culture magnifique, mais les Japonais ont quand même de très 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 gros problèmes.
Donc il y a un très gros problème en fait au Japon entre les hommes et les femmes. C'est absolument terrible. Ils ne parlent d'ailleurs pas tout à fait la même langue. Le japonais des hommes et le japonais des femmes n'est pas tout à fait le même. Donc les Japonais voilà, commencent à acheter des robots femmes. Alors l'avantage d'un robot femme, c'est que si elle parle trop, on peut l'éteindre. Alors que nous, les vraies femmes, en général, c'est pas facile de nous éteindre, vous voyez. Donc, comment? Ah ben, c'est minimum 60 000 euros, hein, mais ça vaut peut-être moins cher qu'une femme au final. Donc c'est un vrai marché. C'est un vrai marché, et au Japon, ben, vous avez des messieurs qui emmènent leur robot en voyage. Donc ils payent une place d'avion pour mettre le robot quand même. Ça va très très loin. Ils dorment avec. Ce qu'on peut projeter par rapport à 2030, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Neuralinx, qui est une firme qui a été fondée par encore Elon Musk, et qui est en train de nous préparer ce qu'on appelle des filets. Donc ce sont des implants qu'on s'injectera via une seringue et qui vont en fait être bioabsorbés par notre cervelle. Et ces filets sont censés développer nos pauvres petits quotients intellectuels, exploser nos capacités mémorielles, etc. Parce que moi j'ai imaginé dans 2030 au lycée d'un nouveau monde, c'est que en 2030, ces implants vont commencer à arriver, et ce qu'on risque c'est quoi? C'est que ceux qui pourront se les payer auront les meilleurs jobs, parce qu'ils auront un QI de 250, et donc ils pourront avoir les meilleurs postes, et puis les autres, les idiots, les nous quoi, et on n'aura pas de poste. C'est-à-dire qu'on va, si vous voulez, vers une course au suréquipement cognitif, en fait. Et ça fait très très peur. Et il y a des gens qui sont là pour défendre ça, parce qu'on a, je ne vais pas les citer, mais on voit beaucoup à la télé des gens qui parlent de ça, qui disent que demain, tout sera une affaire de QI. Demain, il faut être le plus intelligent du monde, sinon on ne s'en sortira pas. Alors par contre, tout ce qui est quotient émotionnel et tout ça, rien à s'en fiche complètement. Moi, je pense que c'est le quotient émotionnel qu'il faut qu'on développe aussi, mais ça ne regarde que moi. Il n'y a pas que des désavantages, hein, parce que les robots, ils sont aussi... et c'est là, en fait, où il faut qu'on les exploite. Ils ont une constance, ils sont constants, ils ne sont jamais fatigués. Ils ont effectivement une mémoire absolument phénoménale. Et moi, je sais que dans mon roman, j'ai imaginé donc une jeune fille qui s'appelle Lou, et qui rencontre un robot qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Audrey Hepburn, et à qui donc les créateurs de ce robot ont essayé justement d'insuffler les valeurs d'Audrey Hepburn, qui étaient, alors ça m'est tout à fait personnel, mais pour moi qui représente l'absolue féminité, la grâce, le courage. Elle a été résistante, Audrey Hepburn, c'est une femme incroyable, c'est une fée, et ils ont essayé de lui inculquer toutes ces valeurs. Et en fait, Audrey Hepburn, quand Lou la rencontre, elle est en train de compiler toutes les thèses sur l'univers, parce qu'elle veut avoir la vérité sur l'univers. Et donc, elle initie Lou aux lois de l'univers, parce que elle a la connaissance de toute la physique, de toute la biologie, elle a toutes les conceptions de l'univers défendues par les artistes, par les écrivains, et elle fait des synthèses, elle fait des recoupements d'informations, et du coup, elle arrive à trouver une espèce d'hypothèse très probable sur ce que pourrait être l'univers. Et c'est paradoxal, parce que là, c'est le robot qui initie l'héroïne. Et on a déjà des exemples alors je ne sais pas vraiment ce que ça donne, mais de robots bouddhistes. C'est-à-dire des robots qui assistent en fait la prière dans certains pays. Voilà. Donc je pense que ça peut être éventuellement intéressant. Il faut voir ce que ça donne. En fait, l'intelligence artificielle sera notre miroir. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'en avoir peur. C'est de nous dont il faut avoir peur. Elle sera ce qu'on va en faire. Pourquoi? En fait, l'IA est le résultat de trois choses. Ses créateurs, ses utilisateurs et la base de données qu'on lui inculque. C'est ça qui est important. J'ai fait une conférence chez Hewlett Packard il y a 3 semaines sur l'IA est-elle genrée, parce qu'on est en train de se rendre compte que les IA, souvent, donc toutes les intelligences artificielles qui sont dans les fonctions d'accueil, etc., souvent ont des voix de femmes. Enfin, on est en train de se rendre compte qu'on fait des petites femmes IA, et qu'on reproduirait en fait
des idées machistes au sein des robots et au sein des intelligences artificielles. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que 80% des équipes qui créent ces petites machines sont des hommes aussi. Donc, voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui travaillent dans ces secteurs pour pouvoir justement créer des produits différents. Mais l'intelligence artificielle est aussi le reflet de ses utilisateurs. On a fait l'expérience d'une IA qui s'appelle Tay, qui a été créée par Microsoft et qui a été très vite retirée de la vente. En fait, elle faisait partie je crois qu'elle était sur Twitter. Et cette IA, on lui a inculqué des données historiques, etc. Et puis, elle s'est nourrie aussi de tout ce qu'il y avait déjà sur Internet, de toutes les données qu'il y avait sur Internet. Et au début, elle se débrouillait pas mal. Elle a eu 25 000 abonnés très rapidement. Et au bout d'un moment, on a eu envie de la tester, de la pousser dans ses retranchements, en lui faisant des propositions, en lui demandant ce qu'elle pensait d'Hitler ou des choses comme ça. Et en lui faisant des suggestions. On lui a fait répéter des phrases. Des phrases du type « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Donc on lui a inculqué ce genre de choses pour voir si elle était capable de dire « Mais non, tout ça n'est pas logique. » Et en fait, en quelques jours, elle a complètement viré de bord. À tel point que, à un moment donné, on lui a demandé « Est-ce que tu crois que l'Holocauste a eu lieu ?» Et elle répond « Pas vraiment, désolée. » Donc évidemment, ils ont été obligés de la retirer de la vente, d'Internet, parce que ça devenait vraiment n'importe quoi. Et on a aussi fait une expérience avec Norman. Donc ça, ce sont les tâches de... Alors je ne sais jamais prononcer, Rorschach. Et en fait, on a essayé de suggérer à Norman, qui est une IA psychopathe, qui a été conçue pour être une IA psychopathe. Et ça a très bien marché, c'est-à-dire que là, par exemple, sur celle de droite, la plupart des gens voient deux personnes qui se parlent l'une en face de l'autre. Et lui, Norman, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui est tué par balle. Alors moi, je cherche toujours. Moi, je vois vraiment deux personnes qui se parlent l'une à l'autre. Pareil sur la gauche. Moi, la plupart des gens voient deux personnes qui se tapent dans les mains. On peut voir plusieurs choses. Hein. Et là, pareil, Norman a vu quelque chose de mortifère, un meurtre. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on lui a appris à voir les choses comme ça, en fait. Et comme on lui a appris à voir les choses comme ça, et ben, tant qu'on lui apprend pas à voir les choses autrement, il continue de les voir comme ça. C'est un peu comme nous, les humains, en fait. Hein. Donc, ce qui est positif dans tout ça, c'est que si on peut faire des Norman et des Tay, on peut aussi faire des Mary Poppins. Vous voyez, on peut aussi créer des robots ou des Audrey Hepburn. Moi, j'ai travaillé un peu dans l'intelligence artificielle pendant quelques mois. Et on nous avait demandé de créer un robot, une IA, qui apprenne les couples à communiquer entre eux. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ma copine ou mon copain, mais je ne sais pas comment lui dire. Et donc, on a préparé des mots-clés et des messages tout prêts, selon les situations, pour aider ces personnes-là. Et du coup, on s'est dit, mais c'est génial, parce que c'est le moment d'insuffler des nouveaux concepts, des choses un petit peu différentes, d'expliquer par exemple que quand on fait faire un présent à quelqu'un, c'est pas tant le prix qu'on y met qui est important, c'est le fait de faire un acte de présence. D'ailleurs, le mot présence, pas pour rien, ça s'appelle présent. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le temps que je vais passer à choisir un cadeau, le temps que je vais y mettre, l'énergie que je vais y mettre derrière. Parce que c'est pas le cadeau en fait qui va compter, c'est qu'est-ce que moi j'ai mis dans ce cadeau, quel don j'ai mis dans ce cadeau, c'est important. Et on a aussi essayé d'inclure des concepts qui appartiennent à la Torah, comme par exemple le kavod. Et du coup, là, c'était vachement intéressant
Parce que via cette IA, eh ben, on pouvait balancer des concepts un petit peu différents. Donc tout ça pour vous dire que ce qui compte en fait, c'est la base de données. Oui, je vous parlais de Mary Poppins. Alors, il y a quand même un truc très important par rapport au transhumanisme, enfin par rapport à, pareil, les robots et les IA, c'est vraiment un point très important. Je vous disais tout à l'heure qu'on crée notre réalité grâce à des champs d'information. Ces champs d'information, ils sont invisibles. Ils peuvent être à 3 mètres de moi, c'est-à-dire que je peux prendre des informations consciemment ou inconsciemment, des informations qui sont dans les corps subtils, par exemple, de mon voisin ou de ma voisine. Hein, on est toujours influencé par son voisin ou sa voisine, même à un degré infinitésimal. Mais le champ d'information qui me forme et qui m'informe, ça peut être aussi un champ d'information donc génétique, ça peut être aussi la soupe que je mange, ça peut être aussi les mots que l'on m'envoie et qui m'impactent dans mes champs énergétiques jusqu'à mon cœur. Ça peut être aussi le cosmos, parce que l'astrologie, c'est ça. Hein. En fait, l'astrologie, c'est l'idée qu'on est à un moment très précis et que donc on est imprégné magnétiquement d'un moment du cosmos très précis. Et l'univers, c'est un champ. L'univers est un champ et il y a des tas d'interactions dans ce champ. Et ces interactions, elles m'impactent. L'univers est un champ comme un autre. Et les IA, eh ben, avec les IA, justement, on est en train de créer des nouveaux champs. C'est-à-dire que les bases de données dont je vous parlais tout à l'heure, pareil, ce sont des champs d'information, c'est invisible. Ce sont des 1 et des 0, ce sont des champs d'information numériques. Et le problème, il y a 2 problèmes qui se posent. Je vous disais tout à l'heure, donc là je parle surtout des implants. Parce qu'on est de toute façon déjà, les IA sont rentrées dans nos vies, on est déjà influencé par nos applications, il y a déjà beaucoup de dégâts et aussi de choses positives. Mais là, ce sont vraiment sur les implants que je veux insister, parce que quand on va se mettre des capteurs en fait dans le cerveau, l'idée de Neuralinx et de bien d'autres, c'est qu'on puisse se connecter à Internet sans interface, sans ordinateur. Donc c'est l'idée que je puisse à n'importe quel moment me connecter à Internet. Voilà, je reçois des informations. Mais de la même manière que je peux piloter Internet à distance, Internet aussi peut le piloter à distance. C'est-à-dire que cet implant, il peut émettre, mais il peut aussi recevoir. Et il peut recevoir à mon insu. Et on a très peur de ce qu'on pourrait appeler un hacking de l'inconscient. C'est un personnage que j'ai imaginé pour une série que je suis en train de concevoir. C'est une psychanalyste en 2030, une psychiatre militaire, qui doit soigner des futurs cosmonautes. Et en fait, elle les met sous hypnose et elle se rend compte de quoi? Il y a une des cosmonautes qui s'est fait poser un implant justement pour être plus performante, justement en 2030, parce que voilà, les militaires de haut niveau devront être super machin. Et en fait, quand elle est sous hypnose, ben, elle s'appelle Sidonie, elle récite des slogans politiques, elle commence à dire des trucs publicitaires, enfin on comprend absolument pas pourquoi elle fait ça. Et en fait, si, on comprend que son inconscient, elle a été hackée, son inconscient a été hacké. C'est-à-dire qu'on lui a envoyé dans son implant des conditionnements. Alors, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui avec ce qu'on appelle les publicités subliminales. Hein, donc, on est déjà de toute façon là-dedans. Mais là, ça va être puissance 300, en fait, puissance 400. Et le problème, c'est que ces implants, on va vraiment essayer de nous les vendre. Et l'argument, vous savez ce que ça va être? L'argument, ça va être de dire « Ah oui, non, mais vous avez besoin des implants, déjà pour avoir des bons jobs, et aussi parce que il faut que vous soyez plus intelligent, parce que sinon, c'est les intelligences artificielles qui vont prendre le pouvoir. Donc, vous allez être obligé d'être plus intelligent que les intelligences artificielles. » C'est ça qu'on va nous dire pour qu'on dépense 1000, 2000, 5000, 10 000 euros dans quelques années pour nous et aussi nos enfants. Il faut savoir qu'en Chine, ils sont ils ont très envie, 50% de la population sont d'accord pour mettre des implants dans le cerveau de leurs enfants. Voilà. Et dans les pays émergents, évidemment, ben les gens, ils ont envie que leurs enfants pauvres aillent faire les universités. Ils sont prêts à mettre un implant dans le cerveau de leurs gosses pour qu'ils aient droit à un meilleur avenir. Donc, tout ça, c'est... Et ce que je voulais vous dire, oui, par rapport à ça aussi,
c'est que, donc à chaque instant, je crée ma réalité grâce à des informations que je reçois de tous ces champs. Et le problème, c'est les interférences. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on reçoit des choses aussi donc, via le cœur, hein, le cerveau, etc. Et si, dans une situation, je reçois des informations via mon cœur, mais que mon implant, il me dit de faire autre chose, qui va gagner? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être à moitié tout le temps dans les informations de mon implant, de mes applications, ou mes intuitions, elles vont aller où?